va discuter de rachianesthésie et notamment de quelques actualités, mais je vais surtout le mettre en relief avec mon activité professionnelle. J'exerce en chirurgie orthopédique et traumatologique et c'est vrai que la rachianesthésie fait partie de notre arsenal des différentes techniques d'anesthésie qu'on peut proposer à nos malades. On va parler d'échographie, on va parler d'hypotension artérielle, on va parler de rachianesthésie titrée, on va parler de rachianesthésie courte durée. Voilà un peu le programme que je vous propose. Et si on commence par l'échographie, on a tous régulièrement affaire à ce qu'on appelle des dos difficiles. C'est une photo qui a été prise la semaine dernière dans nos blocs opératoires. Et dos difficiles, pourquoi? Parce qu'on voit cette hyperlordose lombaire et on voit aussi que la patiente ici présente est probablement obèse. Oui, effectivement, elle avait un IMC supérieur à 30. Et on peut s'attendre à des difficultés de ponction et à des difficultés techniques pour la réalisation de cette rachianesthésie. Et alors que le rachis était anciennement réputé pour sa faible accessibilité aux ultrasons, eh bien c'est vrai qu'il y a toute une sémiologie ultrasonique qui est très bien décrite, qui permet notamment en utilisant des sondes convexes plutôt basse fréquence, en utilisant une voie médiane ou paramédiane, en coupe transversale ou longitudinale, finalement de repérer non seulement la hauteur de l'espace interépineux qui nous intéresse, la profondeur du ligament jaune et l'orientation de l'aiguille. Pour autant, il y avait des recommandations européennes qui avaient été publiées en 2021 qui s'intéressaient à l'éco-guidage ou l'éco-repérage en anesthésie loco-régionale et en particulier au moment des anesthésies périmidulaires comme la rachianesthésie. Eh bien, les experts n'avaient pas réussi à faire des recommandations probantes sur l'utilisation de l'écho-repérage en rachianesthésie, tout simplement parce que les études sur ce sujet-là étaient plutôt hétérogènes, que le délai pour réaliser la rachianesthésie, quand on comparait à l'absence d'écho-repérage, eh bien c'était non significatif, les résultats n'étaient pas significatifs. En ce qui concerne les complications post-techniques, là aussi, par rapport à une stratégie standard à partir de repères cutanés, ce n'était pas significatif. En ce qui concerne la satisfaction des patients, là non plus, les résultats n'étaient pas en faveur de l'utilisation de l'écho-repérage ou de l'écho-guidage. En ce qui concerne la douleur post-rachianesthésie, la douleur que parfois les patientes peuvent ressentir au dos, il n'y avait pas de bénéfice à utiliser l'écho-repérage. Et peut-être par contre que sur le nombre de ponctions cutanées, il pourrait y avoir un bénéfice à l'écho-repérage pour réaliser la rachianesthésie. Quoi qu'il en soit, les experts, et notamment Emmanuel Boselli en chef de file, ont dit qu'ils n'étaient pas capables de faire des recommandations sur le repérage échographique du rachis avant une rachianesthésie, ni pour améliorer le succès, ni pour diminuer l'incidence des complications, ni pour gérer la satisfaction des patients. Et finalement, c'est une technique qui n'était pas supérieure à celle qu'on utilise lorsqu'on fait la technique dite manuelle à partir de repères cutanés. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette dernière ligne qui dit quand même que si jamais l'écho-repérage prend un peu de temps, en l'occurrence souvent dans les études quelques minutes, 2 à 5 minutes environ, c'est pas grave, c'est pas un problème. Si on est persuadé que l'écho-repérage peut apporter quelque chose, eh ben vous pouvez prendre les quelques minutes supplémentaires qu'il vous faut pour faire cet écho-repérage. On s'était dit peut-être que en équipe, on s'était dit peut-être que le fait que ce soit des seniors qui réalisent la rachianesthésie, qui sont considérés experts à partir du moment où ils ont réalisé plus de 80 anesthésies périmédulaires, ben c'est peut-être là le biais. Et allons voir si les internes, en début de cursus, pourraient pas, eux, apprendre plus facilement avec l'écho-repérage, en faisant moins de ponctions, moins de redirection d'aiguille et en ayant un taux de succès plus important. Et donc on leur avait proposé d'utiliser ce mini-échographe, cet échographe miniaturisé dénommé Accuro, pour faire de l'écho-repérage avant de réaliser leur rachianesthésie. C'était une étude qui était randomisée, contrôlée. En fait, toutes les salles de bloc impaires, c'était avec l'Accuro, et toutes les salles de bloc paires, dont le chiffre est pair, c'était avec la technique à partir de repères cutanés. Et les résultats sur 150 malades, en fait, étaient négatifs. C'est-à-dire que le nombre de ponctions, le nombre de passages, le temps de réalisation, la douleur ressentie par les patients au moment de la procédure n'étaient pas différents entre l'écho-repérage par Accuro et le repérage manuel. Et même si, effectivement, ça prend un peu de temps à repérer, eh bien finalement, les durées de réalisation étaient comparables entre les deux groupes. Et lorsqu'on regarde les analyses en sous-groupe sur les dos considérés difficiles, c'est-à-dire les patients âgés de plus de 75 ans
ou ceux qui ont un index de masse corporelle supérieur à 30. Là aussi, les résultats n'étaient pas probants, n'étaient pas significatifs en faveur de l'éco-repérage, et donc nous l'avons laissé tomber, nous l'avons mis de côté, et nous continuons de faire comme on le faisait avant, sans éco-repérage. Alors c'est vrai que ces analyses en sous-groupe, elles concernent un petit nombre de patients, et que l'étude n'était pas designée spécifiquement pour aller chercher cette catégorie de patients, mais en tout cas, on n'a pas réussi à mettre en évidence de bénéfices à l'éco-repérage. Juste, même si je ne voudrais pas faire de hors-sujet, mais quand même, il y a les recommandations sur la prise en charge de la douleur de l'accouchement, et avec notamment l'anesthésie péridurale qui viennent de sortir, donc, et sous l'égide de l'ASFAR, et qui quand même recommandent d'utiliser le repérage échographique de l'espace périmédulaire pour les patientes obèses et les rachis difficiles, afin de faciliter la pose de l'analgésie périmédulaire. Donc là, on est sur de la péridurale, ce n'est pas de l'arachie, on est chez la parturiente. Et les recommandations avec un grade 1, c'est d'utiliser cet éco-repérage lorsque les dos sont difficiles ou chez les patientes obèses. Et je crois même Anne Gaudier et le GIHP sont même allés un peu plus loin en disant que pour les patients qui étaient sous anticoagulation préventive ou curative et pour lesquels on n'avait pas tout à fait les délais acceptables d'arrêt de ces médicaments avant de faire des anesthésies périmédulaires, eh bien, si vraiment on était persuadé du bénéfice des techniques périmédulaires dans le contexte obstétrical, eh bien, on pouvait, si on le faisait senioriser, avec un éco-repérage, proposer une anesthésie périmédulaire à ces patientes, ce qui sous-entendrait que l'éco-repérage amène une sécurité supplémentaire. Moi, je voulais montrer sur les données en rachianesthésie hors contexte obstétrical, il n'y a pas de données probantes, mais il semblerait quand même que sur le nombre de ponctions, ça puisse amener une sécurité supplémentaire. Si on s'intéresse à l'hypotension artérielle, vous le savez, c'est probablement l'effet secondaire le plus fréquent, et on parle d'hypotension artérielle induite par la rachianesthésie, et on sait que plus de 70% des patients de plus de 70 ans vont faire l'expérience d'au moins un épisode hypotensif au décours de la rachianesthésie, défini par une chute de 20% de la pression artérielle moyenne par rapport à l'état basal. C'est en général la définition qui est communément admise dans la littérature. Et on avait démontré que c'était probablement les modifications cardiovasculaires liées à l'âge, et notamment les troubles de la relaxation, qui étaient responsables de la baisse de débit cardiaque observée dans ce contexte. Donc c'est les sujets âgés qui sont le plus vulnérables sur le plan cardiovasculaire et qui sont le plus sujets à faire cette hypotension artérielle péropératoire. Et donc il faut évidemment envisager des techniques permettant d'éviter la survenue de l'hypotension. Et là aussi, il y a des données assez solides dans la littérature pour montrer que, par exemple, la phényléphrine en injection prophylactique, c'est-à-dire dès la fin de l'injection intratécale, permet de limiter la survenue des hypotensions artérielles péropératoires. Ce qui est intéressant, on avait voulu aller plus loin pour être sûr que finalement l'injection intratécale de bupivacaïne, par exemple, n'avait pas d'effet sur le myocarde. Eh bien, en faisant cette échographie bidimensionnelle qui s'intéresse à la déformation myocardique, nous avions mis en évidence qu'il y avait une augmentation de la contractilité dans les minutes qui suivaient l'injection intratécale, probablement un phénomène adaptatif pour essayer de contrecarrer cette baisse de pression artérielle généralement observée. Quoi qu'il en soit, on avait eu la chance de pouvoir écrire une revue de la littérature sur tous les vasopresseurs qui peuvent être utilisés dans ce contexte, avec leurs différents mécanismes d'action. Et ce que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit, c'est que c'est probablement maintenant la noradrénaline, donc la norépinéphrine, qui a toute sa place pour ses effets alpha, mais aussi pour ses effets bêta. Et c'est probablement, et d'ailleurs peut-être que je peux vous sonder ici, qui utilise la noradrénaline pour prévenir la chute d'hypotension artérielle induite par la rachianesthésie. Levez haut la main. Voilà, vous avez probablement raison de le faire. Les premières données viennent de l'obstétrique, de la maternité, tout simplement parce que l'éphédrine est limitée à 15 mg dans ce contexte parce qu'elle passe la barrière hématoplacentaire et que ça active le métabolisme fœtal avec des chutes de pH fœtaux. Et donc, c'est là que la noradrénaline a commencé à voir le jour. Et évidemment, on peut transposer cette stratégie-là chez l'adulte tout venant qui doit avoir une rachianesthésie. Je vais passer sur cette vulnérabilité neurologique, mais sachez juste quand même que lorsqu'on fait de l'hypotension artérielle péropératoire, il y a évidemment un risque, surtout dans des populations âgées, fragiles, atteintes de fracture du col, de la survenue d'un délirium post-opératoire. L'hypotension artérielle pérope, de toute façon, se fait le lit de toutes les dysfonctions d'organes, et en particulier cardiovasculaires et neurologiques, avec le délirium, par exemple. En ce qui concerne la rachianesthésie titrée, est-ce que parmi vous, il y en a qui utilisent cette technique couramment dans sa pratique? La rachianesthésie titrée. Levez la main, s'il vous plaît. C'est
je trouve ça étonnant, et ce n'est pas la première fois que je pose la question à une assistante, c'est vrai qu'il y a très peu de mains qui se lèvent, alors même que c'est une technique qui est performante, qui est facile à réaliser, et vous allez le voir, qui est pour moi très prometteuse. La première chose, c'est voilà comment ça se passe en pratique. Normalement, il ne devrait pas y avoir de son, parce qu'on dit plein de bêtises pendant qu'on est en train de faire le film. Mais donc là, vous voyez, je suis en train de piquer en fait 1 cm sous une apophyse épineuse, donc 1 cm latéral à une épineuse, et je viens taper sur l'apophyse transverse. Ensuite, je retire mon aiguille et je me réoriente de 10-15 degrés, réorientation évidemment médiane et céphalique. Donc on y va tranquille, donc avec évidemment une aiguille de Tuohy qui va permettre de laisser un cathéter en place. Bon, bah là, il n'y a pas de LCR. Donc du coup, il faut probablement avancer un peu plus. Et c'est ce que je fais. J'avance un peu plus. Là, j'ai une perte de résistance. J'enlève le mandrin. Malheureusement, ma main droite cache l'écoulement de LCR. Mais faites-moi confiance et vous le devinez en bas de l'écran. Le champ est assez imbibé et c'est effectivement du LCR. Donc il y avait cette perte de résistance et je suis arrivé dans l'espace intratécal. Donc on utilise une aiguille de Tuohy pour pouvoir monter un cathéter dans l'espace intratécal. On le monte d'environ 3 cm dans l'espace. D'accord ? Et l'idée, c'est de pouvoir, grâce à ça, injecter des petits bolis d'anesthésique locale, en l'occurrence ici de bupivacaïne ou de lévobupivacaïne, pour non seulement titrer l'anesthésie, c'est-à-dire éviter de faire une première dose importante, et donc éviter l'hypotension artérielle induite par la rachianesthésie, et surtout de pouvoir réinjecter si jamais la chirurgie se prolonge. Alors vous avez compris, en fait, avec cette Tuohy, on vient réellement faire une brèche. Et c'est pour ça que cette technique-là est réservée aux sujets âgés qui ne sont pas victimes des céphalées post-brèche, comme chez le sujet jeune, lorsqu'on utilise des aiguilles de gros calibre. Et on a fixé arbitrairement l'âge limite à 75 ans. Donc c'est une technique qu'on utilise quotidiennement dans la fracture du col du fémur notamment. Juste pour vous dire un mot sur la technique, ce que vous avez vu là, la voie paramédiane. J'aurais pu commencer par ça d'ailleurs, vous dire que c'est une voie paramédiane. Donc 1 cm en latéral de l'apophyse épineuse, on vient taper sur la transverse, on se réoriente 10-15 degrés céphalique et médian. Eh bien oui, l'équipe dans laquelle je travaille du professeur Vincent Maville avait démontré que lorsqu'on compare paramédiane et médiane en première intention, eh bien le taux de succès à la première ponction par voie paramédiane était bien plus important que par voie médiane. Et même lorsqu'on avait des échecs par voie médiane, la voie paramédiane permettait de récupérer ces échecs et d'être dans l'espace intratécal. Donc c'est ce que nous faisons effectivement aussi en première intention chez le sujet âgé qui est victime d'une fracture du col et qui ne peut pas donc se mettre en génu pectoral ou en tout cas en chien de fusil ou en position fétale. Eh bien on va d'emblée faire la voie paramédiane. Cette technique de rachianesthésie titrée, elle a déjà été étudiée dans la littérature. Il y a beaucoup l'équipe toulousaine et l'équipe montpelliéraine et même nîmoise qui l'utilisent, mais vous voyez que lorsqu'on compare la rachianesthésie qu'on appelle aussi continue, c'est un abus de langage, et la rachianesthésie en injection unique, eh bien le nombre de patients qui sont victimes d'une hypotension ou d'une hypotension sévère est bien moins important dans le groupe qui a eu la rachianesthésie titrée que dans le groupe qui a eu la rachianesthésie en injection unique. Et vous le voyez dans cette population-là, avec 5 mg en médiane, on arrivait à faire une chirurgie d'ostéosynthèse pour fracture du col du fémur. D'accord ? Lorsqu'on compare de façon rétrospective plus d'une centaine de patients qui ont eu soit une anesthésie générale, soit une rachi-injection unique, soit une rachianesthésie titrée avec des injections de bolie répétées de 5 mg, voire même de 2,5 mg, eh bien vous voyez que l'incidence de l'hypotension est bien moins importante dans ces rachianesthésies titrées avec des injections de bolus de 2,5 mg. Et c'est là le message que je voulais vous donner. En fait, on fait 2,5 mg par 2,5 mg toutes les 15 à 20 minutes environ. D'accord ? Et ces données sur le profil hémodynamique des patients de Philippe Biboulet et collaborateurs avaient très bien montré que la rachianesthésie titrée permettait une meilleure stabilité hémodynamique par rapport à un petit groupe de patients qui avaient reçu une anesthésie intraveineuse avec objectif de concentration au propofol ou alors une anesthésie inhalée par sévoflurane. Donc une meilleure stabilité hémodynamique. Et ce qui manque maintenant, alors avant de vous dire ce qui manque, je vais d'abord vous parler de cette méta-analyse qui a été publiée récemment dans le BJA en 2024, qui fait la part belle à la rachianesthésie continue, ou la rachianesthésie titrée, devrais-je dire. Et vous voyez que sur les épisodes hypotensifs, on est largement en faveur de la rachianesthésie titrée par rapport à la rachianesthésie en injection unique.
Et même lorsqu'on compare à l'anesthésie générale, eh bien, avec la rachianesthésie titrée, il y a un bénéfice sur les épisodes hypotensifs par rapport à l'anesthésie générale. Alors vous allez me dire, tout dépend de la façon dont on fait une anesthésie générale, et vous avez raison. Et là, c'est une étude que j'utilise parfois pour dire, regardez, les auteurs, c'est des détracteurs de la rachianesthésie, tout simplement parce que lorsqu'ils comparent leur anesthésie générale en évoque, donc ça veut dire avec des objectifs de concentration, probablement avec une profondeur d'anesthésie qui est monitorée. Et lorsqu'on parle à la rachianesthésie injection unique avec 15 mg de bupivacaïne, eh bien là, évidemment, les résultats sont en faveur de l'anesthésie générale. Que ce soit pour la durée moyenne de séjour, pour l'intolérance à l'orthostatisme au premier levé, évidemment, c'est en faveur de l'AG. Mais vous voyez bien que la rachianesthésie avec 15 mg de bupivacaïne, ce n'est pas ce qu'on utilise. Donc tout dépend de ce qu'on compare et des modalités pratique de réalisation de nos techniques d'anesthésie. Et c'est pour ça que nous avons répondu à un appel d'offres de la DGOS qui s'appelle un PHRC, qui vise à comparer la rachianesthésie titrée à l'anesthésie générale titrée, dont la profondeur d'anesthésie serait monitorée par le BIS, et pour démontrer que sur des critères durs cette fois-ci de dysfonction d'organes post-opératoires et de mortalité, qu'il y aurait un bénéfice à faire des rachianesthésies titrées à l'anesthésie générale titrée dans une population âgée de plus de 75 ans victime d'une fracture du col du fémur. Et je vous passe le schéma expérimental. Un mot sur... D'accord, et oui, en fait, ce n'est pas les 20 minutes pour moi, c'est 15 plus 5, évidemment, je me suis fait avoir. Un mot sur les rachianesthésies courte durée, je vous donne 2-3 diapos, et puis après on laissera libre cours à la discussion. Vous le savez, en France, la lidocaïne est contre-indiquée par voie intratécale, et c'est pour ça que la prilocaïne et que la chloroprocaïne sont apparues ces dernières années, et grâce, nous, à l'utilisation de la prilocaïne hyperbare notamment, on a pu diminuer les échecs de prise en charge ambulatoire à cause des rachianesthésies qui ne se levaient pas. Donc ça, c'est assez phénoménal. Et cependant, et je finirai probablement par cette diapo, cependant, la lidocaïne semble revoir le jour. Il y a un papier qui est sorti le mois dernier, ou il y a 2 mois, dans la revue RAPM, qui s'intéressait à 1 millier de patients qui bénéficiaient d'une rachianesthésie à la lidocaïne et qui montrait que, contrairement aux données anciennes de la littérature, qui rapportaient 20 à 30% de syndrome neurologique transitoire, ils n'observaient que 0,2% de syndrome neurologique transitoire. Et que probablement, d'ailleurs, ces deux patients sur 1011 étaient résolutifs en moins de 72 heures. Et que c'est probablement grâce à l'hypobaricité de la lidocaïne ici utilisée que ce syndrome neurologique transitoire, en tout cas que son incidence a beaucoup diminué par rapport à ce qu'on observait par le passé avec les lidocaïnes. Je vous laisse tomber la rétention aiguë d'urine et j'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie infiniment.